présent, M. Fayolle, va intervenir pour nous donner un contexte plus élargi des problématiques qui se posent autour de ces questions qui sont amenées par le projet Ligne Humaine sur un focus, mais qui nous interroge vraiment de façon plus globale sur la question du numérique. Et je sais que les questions sont partagées et M. Fayolle va nous aider à peut-être au pas de côté et à la prise de recul nécessaire à notre quotidien. Voilà. Merci Madame, merci. Vous en savez plus que moi sur mes intentions. Madame le recteur, Mesdames, Messieurs, d'abord un mot à propos de ce projet. Moi je suis très honoré d'avoir été sollicité comme référent scientifique. Il y a très longtemps que je me pose les questions qui viennent d'être évoquées, et notamment le souci quand on met en place des dispositifs qui peuvent être des manuels, par exemple, qui peuvent être du matériel pédagogique, ici des dispositifs beaucoup plus sophistiqués, d'une mise en place de ces dispositifs qui soient étayés d'abord par des analyses préalables de ce que c'est la recherche, de ce que nous savons à propos des apprentissages et des caractéristiques des objets d'apprentissage. C'est une démarche qui est extrêmement rare. En fait, la plupart du temps, les entités qui sont utilisées par les enseignants n'ont pas été pensées de cette façon-là. Et d'autre part, c'est encore plus rare d'avoir des dispositifs qui ont fait l'objet d'évaluation en ce qui concerne leur mise en œuvre. Et je crois que ce projet présente cet immense avantage d'essayer de tenir ces deux contraintes ensemble et de le faire en collaboration avec des enseignants, c'est-à-dire avec un souci qui est à la fois celui de tenir la dimension scientifique et la dimension réaliste, pratique des dispositifs. Voilà, et donc je suis vraiment très honoré d'avoir été sollicité pour participer, et je ferai tout ce que je pourrai pour favoriser la réussite de ce projet. Voilà, alors mon exposé est forcément un peu général. Il vise à situer les problèmes qui sont soulevés, à la fois sur le plan méthodologique, sur le plan de la position scientifique internationale, de ce genre d'approche. Voilà, donc je suis parti de quelque chose de très simple. Nous avons aujourd'hui, depuis bien longtemps maintenant, des évaluations internationales et nationales, et ces évaluations font apparaître que au plan des comparaisons internationales comme au plan des évaluations nationales, nous avons des scores qui fluctuent, et les gens qui ont construit ces évaluations ont eu à cœur de s'intéresser aux différences, pas seulement aux moyennes. Si on prend par exemple la situation de la France en ce qui concerne le PIRLS, donc les élèves de cours moyen, ou bien PISA, les élèves de seconde, on trouve que la France, en mathématiques, comme en langue, se situe à peu près dans la moyenne des pays européens. Les fluctuations dont on signale parfois la présence, de dire que l'Allemagne est devant la France, tout ça, c'est vraiment extrêmement faible dans la mesure où autour de la moyenne, on a une dispersion et qu'on est à peu près au niveau des autres pays européens. On n'est pas aussi bon que les Finlandais, on n'est pas aussi bon que les Coréens, on n'est pas aussi mauvais que d'autres que je ne citerai pas. Voilà. Et donc ça, c'est un premier point. Ce qui est plus inquiétant, c'est qu'à côté des indices moyens, on a un deuxième indice qui est la dispersion. C'est-à-dire le fait que vous pouvez obtenir 10 de moyenne avec 9 et 11, vous pouvez obtenir 10 de moyenne avec 2 et 18. Eh bien, nous, on n'est pas tout à fait à 2 et 18, parce qu'on n'est pas aussi bon qu'on le pense souvent, par exemple en mathématiques, contrairement à une idée liée à nos médailles Fields. On est en revanche assez
en ce qui concerne les inégalités dans le bas du tableau. Et ça, c'est un vrai problème. Je vais y revenir tout à l'heure. Au plan international, à nouveau, l'un des résultats majeurs consiste à observer la précocité des inégalités. C'est-à-dire que, au fur et à mesure que nous avons avancé dans les mesures, d'abord le second degré, puis le premier degré, et puis on descend vers des âges de plus en plus jeunes, et cela dans tous les pays, tous les chercheurs et tous les politiques se sont aperçus avec une assez grande surprise que les inégalités étaient extrêmement précoces. Et pour le dire de manière très rapide, en France, à l'entrée à l'école maternelle, pour les plus jeunes, 3 ans, on a déjà des inégalités. Et ces inégalités, j'y reviendrai tout à l'heure, sont fortement associées aux revenus, c'est-à-dire aux inégalités sociales en général. Et donc, si vous voulez, tout ceci a réorienté en partie à la fois les politiques et en même temps les focalisations de recherche à partir des années, la fin des années 90, les années 2000. Avant, les inégalités étaient abordées pour le langage, pour la lecture, pour les... Non pas que ce ne soit pas vrai et important, mais peu à peu, on a vu les chercheurs et les politiques s'intéresser à tout ce qui précédait. Et probablement qu'un des pays à avoir fait le premier chemin, ce sont les États-Unis, avec un grand plan qui était aucun enfant laissé en arrière, et la mise en place de dispositifs très, très nouveaux, qui étaient déjà des dispositifs de type numérique, même si on ne formulait pas comme ça. J'y reviendrai tout à l'heure aussi. Et ce qui est apparu, c'est qu'avec certains de ces dispositifs, en tout cas, on a observé des améliorations. Ces améliorations, elles étaient... Il faut dire que la recherche avance en même temps que l'action. Et donc, vous voyez, le monde idéal, ce sera un monde dans lequel on aurait des idées puis on les mettrait en place. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. En fait, il y a plus ou moins de bricolage, comme toujours dans l'évolution, et ces bricolages font plus ou moins l'objet d'évaluation, et on s'est aperçu au fur et à mesure qu'on avançait et qu'il y avait des situations dans lesquelles on avait des améliorations. Et un des points importants sur lequel je reviendrai tout à l'heure, c'est la stabilité de ces améliorations. Est-ce que ce qu'on a obtenu à un certain moment va permettre une capitalisation, autrement dit, est-ce que ça va préparer le futur pour des apprentissages ultérieurs? Et en retour, en quelque sorte, de ces résultats, on a commencé à s'interroger et on poursuit cette interrogation. Je pense que Madame le recteur disait fort justement que les programmes qui ont été établis récemment s'appuient sur une partie au moins de ces résultats et amènent à repenser la question des curricula, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut espérer faire, qu'est-ce qu'on peut espérer introduire. Vous voyez, la question des 4 opérations qui vient d'être soulevée est une question pas du tout polémique. C'est une question sur laquelle on peut avoir un point de vue parfaitement, en tout cas le plus possible objectif, et qui mériterait en tout cas qu'on réfléchisse à la différence entre des objectifs, une programmation. Qu'est-ce que ça veut dire maîtriser les opérations? Et évidemment, ça vous donne des différences de curricula. Voilà, il n'y a aucune polémique dans mon propos. Que faire, quand, etc. Donc commençons, si vous voulez bien, par les inégalités. Aujourd'hui, ce qui caractérise les approches des psychologues, des neuroscientifiques, c'est le souci de mettre en relation le comportement, l'observable, la cognition, c'est-à-dire des opérations mentales un peu hypothétiques, l'attention, la mémoire. Vous n'avez jamais vu une mémoire. Vous avez observé des souvenirs, des phénomènes, mais la mémoire elle-même reste une entité très abstraite. Donc ça, c'est le plan cognitif. Et puis, depuis peu, le fonctionnement cérébral. Alors voilà, je vous ai apporté ici l'un des résultats les plus récents concernant la relation entre les
les inégalités sociales et certains éléments du fonctionnement cérébral. Vous avez ici donc du comportement. Vous avez la mémoire, vous avez le langage, vous avez la dimension émotionnelle et vous avez le contrôle de soi, l'autorégulation. Donc ça, c'est les comportements, c'est ce qu'on peut observer ou qui relève aussi de la cognition. Et on a mis en relation ces dimensions observables ou ces dimensions cognitives avec des développements d'un certain nombre de zones cérébrales. Ça rappelle un peu le GAL et c'est un peu caricatural. C'est-à-dire qu'il faut prendre ça avec beaucoup de distance. Ce qui est important, c'est de se demander si ça apporte quelque chose de nouveau. Voilà. Alors qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte en fait l'observation que, alors que depuis les années 1960, tout le monde était d'accord pour dire qu'il y avait une relation entre les inégalités sociales et le langage, eh bien, ces résultats montrent que ça n'est pas limité au langage. On a en fait des relations, des associations entre le fonctionnement de l'hippocampe, dont je vous rappelle qu'il est une dimension importante dans la mémorisation des informations, donc dans les apprentissages. On a une relation avec l'amygdale qui est plutôt du domaine qui relève plutôt des comportements émotionnels liés au stress, et on montre que les enfants qui vivent dans des conditions de stress familial, sociétal, sont des enfants pour lesquels le fonctionnement de l'amygdale est hyper actif par rapport à des enfants de milieux plus équilibrés. Donc on a à la fois quelque chose qui est défavorable sur le plan des apprentissages et quelque chose qui est défavorable sur le plan socio-émotionnel. Et puis on a, alors ça c'est plus classique, on a des différences significatives en ce qui concerne le langage, donc toute cette dimension autour de la scissure de Sylvius, et on a également des différences significatives en ce qui concerne le préfrontal, c'est-à-dire l'autocontrôle de ses propres comportements. Vous voyez, en fait, le côté positif de ces travaux, c'est de montrer qu'on a plutôt un réseau qui est affecté que des zones particulières ou des habiletés particulières. À cela, je voudrais ajouter quelque chose de très important pour le programme qui nous intéresse, et qui est celui d'une mise en parallèle des performances, donc du comportement, avec une évaluation qui est assez ancienne, beaucoup plus ancienne, et qui fait apparaître quelque chose de très important. Ici, on a constitué deux groupes d'enfants de 5 ans. L'un de milieu favorisé, l'autre de milieu défavorisé, et à ces enfants, on a proposé des situations du type de celles qu'évoquait tout à l'heure Youssef, à savoir des situations de petite résolution de problèmes, et on les a présentées, je vais le faire de manière caricaturale, de manière non verbale, c'est-à-dire qu'on a présenté des animaux, peu importe, des entités qui manifestaient des changements. Il y avait des ajouts, il y avait des retraits, et les enfants devaient produire eux-mêmes, et non pas dire, c'est-à-dire non pas évoquer verbalement, les résultats. C'est ce qu'on appelle ici le non-verbal. Et puis vous avez une présentation sous forme d'histoire, ou une présentation simplement qui évoque les objets. Par exemple, Paul avait 8 oranges, et puis on en a enlevé 2, il en a donné 2, combien est-ce qu'il en reste? On peut faire vivre ça à travers une situation illustrée, un peu comme on peut le faire avec les dispositifs qu'on a vus tout à l'heure, dans les stimulations. On peut aussi le faire de manière verbale. Or, ce qui vous frappe tous, inévitablement, c'est que les deux groupes ont des performances équivalentes tant qu'on est sur le domaine de l'observable, du perceptif, du mémoriel, sans recours au système symbolique verbal, et que dès qu'on utilise un système symbolique verbal, alors on a une chute de performance dans tous les cas, et qui est liée à la compréhension.
Et cette chute de performance, elle est évidemment beaucoup plus importante pour les milieux défavorisés. Et vous voyez, ça permet, si vous revenez en arrière, ça permet de s'interroger sur la part qui revient à des sortes de compétences générales et la part qui revient à ce qui est l'utilisation des symboles. Alors, je vous rappelle que l'école, c'est un endroit où on travaille pratiquement toujours sur des données symboliques. Et donc, l'un des objectifs de l'école maternelle, un objectif essentiel, va être de faire passer les enfants de situations de traitement analogique avec des entités, avec des objets, avec des manipulations réelles ou imaginables, à une possibilité de traiter tout ça de manière symbolique. Et il faudrait que les enfants, à l'arrivée au cours préparatoire, soient en mesure d'aborder les choses de cette façon-là. Alors, quelques mots. Autrement dit, on peut, vous voyez, à la fois faire apparaître que les neurosciences apportent des éléments complémentaires à ce qu'on savait déjà, et en même temps, il y a des points, celui que je viens d'illustrer, sur lesquels ce sont les approches comportementales, parfois très anciennes, qui apportent les éclairages les plus importants. Alors, évidemment, les observations que je viens d'évoquer ont conduit à s'interroger sur la recherche d'intervention efficace. Je ne vais pas reprendre du tout ce que Youssef vous a présenté. Je voudrais simplement rappeler que quand on cherche à mettre en place des interventions, il vaut la peine de distinguer trois grandes catégories. D'abord, on peut chercher à prévenir. On peut chercher aussi à traiter en temps réel. C'est ce que font les enseignants dans leur classe à un instant T. On peut aussi être conduit, malheureusement, dans certains cas, à remédier. Or, ces trois approches sont très différentes. Pour être un peu caricatural, on peut dire que l'école maternelle cherche à prévenir. L'école élémentaire, et ultérieurement, vise à traiter en temps réel, à enseigner explicitement et à évaluer les effets de ce qui est mis en place. Et elle suppose, évidemment, une formation des enseignants très sophistiquée, probablement beaucoup plus sophistiquée que celle que nous avons actuellement. Mais c'est une autre question. Quant à la remédiation, eh bien, elle survient lorsqu'on n'a pas pu réussir à lever les obstacles, les difficultés. Et en principe, la remédiation devrait pouvoir commencer dans le cadre scolaire, par une approche pédagogique. Et c'est seulement en deuxième intention, quand les enfants résistent en quelque sorte aux modifications, et c'est en ce sens que le numérique devrait pouvoir jouer un rôle, parce qu'il peut être là, à disposition, y compris le soir, y compris les week-ends. Autrement dit, il peut être utilisé par les familles en même temps qu'à l'école, et puis surtout, l'ordinateur ne se fatigue jamais, il n'est jamais de mauvaise humeur, enfin, des choses importantes pour des activités de remédiation ou de consolidation. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, ces trois démarches sont très différentes. Et je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. On peut dire que l'école maternelle est une école dans la mesure où elle enseigne, elle vise des apprentissages, mais ses modalités d'intervention ne sont pas des modalités d'intervention explicites, au sens où il n'y a pas d'enseignement formel, même si de temps en temps on peut en être au bord. Et donc, la démarche de réalisation de dispositifs comme ceux qui vous ont été présentés est particulièrement appropriée à ce niveau. Au niveau de l'école élémentaire, ce serait plutôt d'autres types. Bon, si on veut ensuite, je passe très rapidement, la démarche de recherche qui est adoptée ici dans ce projet et qui est une démarche générale, consiste toujours à partir d'un pré-test, vous a été expliqué, qui donnera lieu ensuite à un post-test ou à des post-tests. J'appelle votre attention sur le fait que dans le projet qui vous a été présenté, on envisage à la fois un post-test assez rapproché de l'emploi des dispositifs et en même temps un post-test différé. Et il serait probablement très important de s'assurer un suivi un peu plus prolongé. Il
faudra trouver les financements, tout simplement parce que les données dont on dispose, notamment avec les recherches des États-Unis qui ont été conduites depuis bien plus longtemps que nous, et avec des cohortes, donc déjà avec des suivis longitudinaux, ces recherches font apparaître qu'on a souvent un effet positif à court terme, on a souvent un effet positif à 2 ans, 3 ans, et puis on a une sorte de disparition des effets, et ceci évidemment pose le problème de la stabilité, à la fois de la consolidation dans un premier temps, et de la stabilité des apprentissages. Vous voyez, une problématique qui est peu familière à la France, alors même que la France, du fait de son caractère centralisé, a tous les moyens pour traiter cette question. Elle les a peu utilisés. Bon, ça pose des problèmes avec la CNIL, hein, en particulier, ça oblige à conserver l'identité des enfants, mais c'est quand même un problème important. Et donc, ceci conduit à mettre en place des suivis longitudinaux, je viens de les évoquer. Cela conduit aussi à la recherche d'indicateurs qui ressemblent beaucoup à la démarche qui est celle des médecins, c'est-à-dire on doit chercher des indicateurs sensibles, on doit, autrement dit, qui permettent de détecter des différences, mais on doit aussi s'intéresser au caractère spécifique de ces indicateurs. Il ne faut pas qu'ils vous indiquent une difficulté s'il n'y en a pas, ou qu'ils ne vous l'indiquent pas s'il y en a une. Depuis longtemps, ce travail est fait dans le champ de la médecine. Je ne prétends pas du tout que les enfants sont malades et qu'il faut s'en occuper comme des malades. Non, c'est la démarche intellectuelle qui est importante. Il y aura une grande importance à essayer de repérer ces indicateurs. Alors la littérature montre qu'il y en a. Youssef en a montré quelques-uns sur la lecture, sur le calcul. Ils sont encore assez généraux et il faudra probablement entrer de manière un peu plus fine dans certains d'entre eux, mais ça, ce seront les résultats des premières mesures. Enfin, on cherche à intervenir sur les dimensions qui font l'objet de difficultés, et ça ouvre la voie à l'individualisation à un niveau que nous n'avons jamais connu, c'est-à-dire une individualisation pas seulement sur les contenus, mais une individualisation sur les rythmes, sur l'espacement, sur le nombre d'expositions, autrement dit, sur les processus et pas seulement sur les contenus d'enseignement. Donc il y a déjà des travaux là-dessus. Docker, par exemple, que je cite ici, est quelqu'un qui a fait le pari d'essayer d'intervenir dans le domaine numérique, sur des points très particuliers liés à des trajectoires. Car l'un des points importants et qui mérite d'être souligné, c'est qu'au lieu d'avoir des indicateurs généraux qui valent pour les enfants de CP, CE1, CE2, classiques au fond, en fonction de notre système, nous aurons la possibilité, avec les longitudinales, d'avoir des trajectoires, c'est-à-dire des profils individuels de construction de connaissances, avec des rythmes, avec des maîtrises plus ou moins hiérarchisées. C'est tout un programme nouveau et il est à la fois passionnant au plan de la recherche et très important pour le plan de la réussite scolaire. On peut s'interroger sur ce qui a pu être mis en place et sur ce qu'on peut mettre en place. D'abord, la première, Madame le recteur soulignait tout à l'heure le rôle très important que joue l'école maternelle dans notre pays. On ne souligne pas assez, on souligne les points qui ne vont pas, mais on souligne assez rarement les apports très significatifs. Alors il y a toute une série de travaux, notamment il y a un travail de Dumas, paru en 2010, qui dresse un bilan à la fois en termes très objectifs, quelle est la durée de scolarisation, quelle est l'évolution des populations en fonction, etc. Et par exemple, on trouve dans ce document quelque chose qui apparaît ici. Vous avez la scolarisation des 3 ans, des 4 ans. Vous voyez que on a un accroissement très important. Et ce qu'on cherchait, ce sont des économistes qui ont fait ce travail. Et ils ont cherché à mettre en relation les modifications à l'école maternelle et les modifications qui apparaissent au niveau du second degré, des réussites, et tout ça, bien entendu, en essayant de contrôler les milieux d'origine. Ce que vous voyez, c'est qu'on a,
en même temps que la durée de l'école maternelle augmente, en même temps que la population concernée par l'école maternelle augmente, on a un accroissement, quelques années après, des performances dans le second degré, de la réussite, des changements de métier. Je répète, bien sûr, ça paraît un truisme, mais comme on contrôle un certain nombre de variables, il est important de voir qu'on trouve effectivement un effet lié à la scolarisation maternelle. Et il y a quelques années, la DEP avait suivi une cohorte qui malheureusement n'a pas été poursuivie, en tout cas pour l'instant, et on avait montré que particulièrement le fait d'être scolarisé en petite section d'école maternelle était apporté un élément positif à la réussite des enfants issus des milieux les plus favorisés. Mais dans l'ensemble, l'un des soucis de notre école maternelle, c'est celui-là. C'est que, malgré tous les efforts, malgré les financements, voilà, on a un maintien des inégalités. Et dans tous les pays du monde, une forme ou une autre d'école maternelle est en train de se mettre en place. Et c'est vrai en Allemagne, qui n'avait pas ça, c'est vrai dans les pays nordiques, c'est vrai aux États-Unis, même si ça prend des formes différentes. Et le pari qui est derrière ceci, c'est celui-là. C'est que les économistes montrent que si on s'intéresse au retour sur investissement, d'un investissement qui est fait à différents niveaux, vous voyez, ça c'est post-scolaire, autrement dit c'est la formation continue dans les entreprises ou les institutions, ça c'est le scolaire, ça c'est le préscolaire, et ça c'est tout ce qui concerne la famille et la naissance et les quelques première et deuxième année, vous voyez qu'au fond, plus on intervient tôt et plus les retours sur investissement sont importants. Et c'est ce raisonnement qui conduit aujourd'hui la plupart des pays à investir dans l'école maternelle et même dans la relation entre école et famille, un point sur lequel on aura quelques mots à dire. Et comme illustration de la difficulté qu'il y a même avec ces investissements, à obtenir ce qu'on souhaite, vous avez ici une courbe qui est très intéressante. Vous voyez, vous avez des écoles qui ont été sélectionnées en fonction de deux critères. On a des écoles dans lesquelles la réussite est très bonne et des écoles dans lesquelles on reçoit plutôt des enfants de milieux défavorisés. Donc, vous avez ici le niveau maternel, vous avez le cours préparatoire, vous avez le cours élémentaire première année, et ainsi de suite. Et ce que vous observez, c'est que quand on prend, quelles que soient les épreuves qu'on utilise, on a une amélioration de performance. Bon, rien de surprenant. Cette amélioration de performance, elle existe aussi chez les enfants qui sont issus de milieux défavorisés. Vous voyez, les courbes sont parallèles. Et là, vous avez l'interruption des vacances. L'une des choses les plus terribles, c'est que alors qu'on a un accroissement, la pente est la même, hein, la pente de progression est la même, mais la chute de performance associée aux vacances fait que les enfants de milieux défavorisés redémarrent à un niveau inférieur et qu'en conséquence, si on continue comme ça, ce qui se passe, c'est qu'au bout du compte, la différence entre les deux groupes s'accroît. En d'autres termes, le fonctionnement même d'un système, qui n'est pas seulement le nôtre, mais le fonctionnement des systèmes par année scolaire est un fonctionnement qui tend à induire une différenciation de plus en plus accusée dans la réussite des enfants selon les milieux dans lesquels ils vivent ou dans lesquels ils sont nés. C'est un point important parce que ça pose tout le problème de l'organisation de l'année scolaire, tout le problème du statut des vacances, de leur longueur et des interventions possibles. Voilà, c'était juste. Alors vous voyez, le numérique là-dedans, qu'est-ce que ça peut faire? Si on a des dispositifs qui sont individualisés, qui peuvent être mis à la disposition des familles, si on peut y accéder via Internet, on peut imaginer que les enfants puissent, au lieu d'avoir des cahiers de vacances, avoir des jeux mis à leur disposition et qu'ils puissent les utiliser.
je ne dis pas que ça se fera facilement, je ne suis même pas sûr que ça se fera, mais en tout cas, c'est une possibilité qui est ouverte et qui pourrait, après tout, être dans la lignée de ce que je vais évoquer tout à l'heure, c'est-à-dire Sesame Street, par exemple, un programme mis en œuvre aux États-Unis et qui a été bien évalué. On a aussi l'impact des familles, il n'y a pas que l'école. Depuis une quinzaine d'années à peu près, il y a eu un très grand souci, alors pas dans tous les pays, mais quand même dans ceux qui ont les plus gros moyens, d'intervenir, si possible, au niveau des familles. Et ceci est lié, en fait, à des situations qui existent en France, mais qui sont probablement moins caricaturales que celles qu'on a aux États-Unis ou en Angleterre, où on a beaucoup de jeunes mères avec des enfants qui sont un peu en déshérence dans la mesure où elles s'en occupent de manière un peu moyenne. Et donc on a commencé à s'intéresser à l'impact des milieux familiaux et aux possibilités de faire interagir les familles avec les milieux scolaires. Alors, voilà un travail qui est très, très classique, mais très difficile à réaliser méthodologiquement. Il a été réalisé par Michel Guim, qui est français, et qui a voulu, dans une perspective la nature et la culture, essayer d'étudier dans quelle mesure des paires de jumeaux, monozygotes, accueillis par des familles différentes. Ici, on a 65 pères, on a un QI initial qui sont accueillis entre 4 et 6 ans, donc période maternelle. Avant l'entrée à l'école élémentaire, on les affecte à 3 groupes de familles. Ça s'est fait par les instances compétentes. Et on regarde, quelques années après, les effets. Et ces effets, comme vous voyez, montrent des gains de QI. On peut discuter les mesures, mais c'est des mesures. Et ces mesures montrent que, au fond, les enfants accueillis dans un milieu familial donné tendent à voir leur niveau s'élever et atteindre approximativement le niveau du milieu familial. À tel point que ce résultat peut être étendu à des populations plus générales et qu'on a une progression dans les dimensions académiques et surtout, ce que l'on montre, c'est quand on calcule le rapport entre le gain et puis le niveau de départ, on trouve que même s'il y a encore une différence, ce sont les plus défavorisés qui en bénéficient le plus. Une autre dimension qui est liée à quelque chose que j'ai évoqué avec vous tout à l'heure concerne l'impact du langage sur l'impact du langage maternel, les propos tenus par les mamans. On a le même travail avec les enseignants, mais ici je suis sur le rôle de la famille. L'impact du langage maternel sur l'acquisition du langage. Alors attention, il s'agit non pas du langage ambiant, mais du langage adressé aux enfants, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, j'y reviendrai. Autrement dit, ce que vous voyez, c'est qu'il y a, en fonction du niveau des mères, qui est en fait ici universitaire, qui est ici secondaire et qui est ici infrasecondaire, vous avez un impact de ce langage qui fait que, là encore, vous voyez, au fur et à mesure que vous avancez, les différences tendent à s'accroître. Et donc, il y a ici à intervenir le plus tôt possible, ça c'est le raisonnement qu'on tient partout, et vous voyez que de ce point de vue-là, l'école maternelle intervient déjà tard. 3 ans, c'est déjà beaucoup, et on pourrait s'interroger, alors peut-être pas sur la scolarisation, ça pose des tas de problèmes, mais sur les modalités d'intervention. Et vous avez ici la courbe qui correspond à ce que je vous ai montré tout à l'heure avec l'effet des vacances. Vous voyez qu'au fur et à mesure que vous vous éloignez de l'environnement typique et de l'évolution que l'on a en fonction de l'âge, vous voyez que selon les milieux, vous allez avoir un décrochage vers la 2e année, on vient de l'observer, et ce décrochage va s'accroître. D'où l'importance d'avoir des outils d'intervention, soit auprès des familles, soit par le biais de la scolarité, soit en interaction avec les deux,
Par exemple, aujourd'hui, une grande partie des programmes de recherche au Québec, au Canada, une grande partie des financements va à cette question des interactions entre famille et école, entre milieu social extérieur à la famille, milieu interne, de façon à essayer d'intervenir le plus tôt possible, et si possible, sur la famille.